I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. This is Apollo Saturn Launch Control. We passed the 6-minute mark in our countdown for Apollo 11, the flight to land of the first men on the moon. Project Apollo to go to the moon became the single greatest cooperative effort, short of war, ever known to the human race. All the second stage tanks now pressurized. Good luck and Godspeed. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. 35 seconds and counting. I don't think there could have been any more exciting time in the history of man. Astronauts report it feels good. 12, 11, We were going 10, to beat the Russians. 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. What seemed, for a long, long time, totally impossible was accomplished. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. The eyes of the world now look into space, to the moon, and to the planets beyond. Histoire de l'aviation. La conquête de l'univers. Génération spatiale. Roger, Eagle, contact. Roger, how does it look? The Eagle has wings. Roger. Roger, you're a go to continue power descent. You're a go to continue power descent. Cette fois, tout était en marche. Nous partions pour la Lune. Il ne s'agissait pas seulement d'essayer, nous allions faire débarquer un être humain sur un autre astre pour la première fois. Si ce vol réussit, l'homme ne sera plus condamné à vivre sur la Terre. Il aura fait son premier pas vers les étoiles. Ça paraissait impossible. C'était une entreprise incroyablement risquée et courageuse. Okay, all flight controllers, go for landing. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Eagle, Houston, you're a go for landing, over. At 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds. 30 seconds. Forward, just. Contact light. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Je m'y étais préparé depuis longtemps, comme tout le monde. Pourtant, quand le LEM s'est posé sur la Lune, je suis resté sans voix. Tout ce que j'ai pu prononcer était « on l'a eu ». Après avoir arrêté le moteur, vérifié que tout était normal et éteint la plupart des instruments de bord, Neil et moi, nous nous sommes regardés. Et je lui ai donné une tape dans le dos. À cet instant, nous nous sommes rendus compte que nous avions réalisé ce dont l'humanité rêvait depuis si longtemps. C'est nous qui avions la chance d'avoir été choisis pour mener à bien cette merveilleuse entreprise. Cela semblait presque incroyable. L'homme venait de se poser sur la Lune. Était-ce la réalité ou était-ce le produit de notre imagination? Il y a plus de 100 ans, dans De la Terre à la Lune, Jules Verne décrivit un voyage étonnamment semblable à celui d'Apollo 11. 3 explorateurs, Barbicane, Ardan et McNichol, partaient dans l'espace à l'aide d'un canon situé en Floride, à 160 km de Cap Canaveral. Leur vaisseau s'appelait Columbiad. Les membres de l'équipage d'Apollo 11 avaient baptisé le leur Columbia. La science-fiction deviendrait-elle réalité? La science-fiction a vraiment constitué le fondement des voyages dans l'espace. Presque tous les ingénieurs qui se sont intéressés aux voyages dans l'espace, qui les ont rendus possibles, Goddard, von Braun et tous les autres, presque tous étaient des passionnés de science-fiction. Qui dit espace, dit technologie et réalisation d'objectifs précis.
Qui dit espace dit connaissance, mais aussi vision de l'avenir et désir de franchir de nouvelles frontières. Les auteurs de science-fiction nous ont permis de concevoir ces nouvelles frontières. Il y a certaines analogies avec De la Terre à la Lune de Jules Verne. Ces héros sont eux aussi partis de Floride. Évidemment, ils utilisaient un canon, alors que nous nous sommes servis d'une fusée. Mais nous sommes partis de Floride aussi. Leur vaisseau était un obus, le nôtre un vaisseau spatial. Mais les deux étaient faits d'aluminium. Ils avaient 3 personnes à bord, et nous aussi. Bien sûr, Jules Verne, c'était de la science-fiction. En était-ce vraiment ? Depuis que les hommes rêvent d'accéder au mystère de la voûte céleste, les voyages dans la Lune ou vers les étoiles ont toujours fasciné leur imagination. C'est un enchaînement bien connu. Tout d'abord, l'esprit imagine, puis il passe au stade de la réalisation. On l'a plusieurs fois constaté avec la science-fiction. D'abord, une idée apparaît, puis elle passe à l'état de dessin et elle se transforme ensuite en métal, en composants électroniques, en propergol et en tout ce qu'il faut pour qu'un rêve devienne une réalité. Au début, les mythes et les légendes se transmettaient oralement de génération en génération. Puis ils furent transcrits sur papier par des auteurs tels que Swift, Wells et Jules Verne. Enfin, avec les progrès du cinéma, on a pu produire des miracles sur l'écran, comme Une femme dans la Lune, Destination Lune ou Base sur la Lune. La science-fiction est le précurseur de la science. Je pense que les scientifiques rêvent de science-fiction. Ils en lisent ou en voient sur les écrans. Puis ils l'intériorisent et finissent par se dire un jour, « Et si on essayait ?» What if we would try to do that? The next rocket we build is going to the moon. I'm serious, Jim. Oh, you can't be. It's too fantastic. The moon? Impossible. Now that we have a space station, it is at last possible to send a ship from the station all the way around the moon. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ce n'est que lorsqu'on eut la possibilité de voir la Lune avec un télescope en 1609 que la science commença à démystifier l'astre que le poète Shelley nommait « la clarté errante » ou « la claire coquette du ciel ». Pendant des siècles, la Lune a plus inspiré les poètes que les scientifiques. On savait qu'Erasme avait tort de croire qu'elle était faite de fromage verdâtre. Mais jusqu'à ce que le premier de nos engins se pose à sa surface, nous ignorions toujours de quoi elle était faite. Certains engins inhabités avaient pris des photographies, mais il restait encore bien des doutes. C'est alors qu'arriva Apollo. Ce fut la plus grande mobilisation en termes de personnes, de technologie et de courage, jamais vue par tant de paix. Mais Apollo 11 n'était que le début de l'exploration de la Lune par l'homme. Le 18 novembre 1969, sous le commandement de Pete Conrad, Apollo 12 allait se poser dans l'océan des tempêtes. Conrad et son équipier Alan Bean firent 2 promenades d'un peu moins de 4 heures chacune sur la Lune. Puis ce fut Apollo 13 qui décolla le 11 avril 1970 à 13h13. 2 jours plus tard, le 13 avril, alors qu'il se préparait à entrer sur orbite autour de la Lune, Jim Lovell et son équipage durent faire face à l'explosion d'un réservoir d'oxygène du module de commande.
Au cours des 60 minutes qui ont suivi l'explosion, la plupart d'entre nous ont cru que les membres de l'équipage étaient perdus. Comment allions-nous faire pour les ramener sur Terre? Okay, now let's everybody keep cool. We got LEM still attached. The LEM spacecraft's good, so if we need to get back home, we got LEM to do a good portion of it with. Heureusement, l'explosion est arrivée au moment le plus opportun, ce dont je ne m'étais pas rendu compte sur le coup. Le module lunaire était encore arrimé au module de commande. Et nous nous en sommes servis comme d'une chaloupe de sauvetage. Son moteur nous a permis de nous mettre sur la bonne trajectoire pour entrer. Ça n'a pas été facile de le piloter, car il a fallu traîner le module de commande. Le module lunaire n'était pas conçu pour voler attaché à une telle masse. Nous sommes restés sur une corde raide jusqu'au retour. Au centre de contrôle, nous avons commencé à mettre un plan sur pied. Dans tout le pays, des gens nous ont apporté leur aide. Chaque minute, chaque heure durant lesquelles nous réussissions à maintenir l'équipage en vie nous permettait d'envisager de nouvelles options. Après l'explosion, l'astuce de l'équipage et des gens au sol a été d'utiliser le module lunaire comme une chaloupe de sauvetage. C'était une idée complètement folle. Odyssey Houston standing by, over. Okay, go. Odyssey Houston, we show you on the mains. It really looks great. Apollo 14 allait permettre à Alan Shepard de se promener et de jouer au golf sur la Lune. Je reconnais que c'est quelque chose d'aller dans la Lune. Quand je regarde le ciel et que je peux voir, sous ce qui forme l'œil droit de la Lune, l'endroit où je me suis posé, où j'ai joué au golf, c'est sûr. Jusqu'ici, je suis le seul à avoir fait ça. Unfortunately, the scissors so stiff I can't do this with two hands, but I'm going to try a little sand trap shot here. That looked like a slice to me, Al. Je n'ai eu entière conscience de ce que nous faisions qu'après que nous nous soyons posés. Nous sommes sortis, nous nous sommes promenés, nous avons installé les appareils, et c'est seulement ensuite que nous avons pu regarder la Terre sans que le module nous gêne. Voir cette planète 4 fois plus grosse que la Lune et pleine de couleurs. On distinguait le blanc des banquises, le bleu des océans, c'était un spectacle magnifique. Ça m'a fait quelque chose et j'en ai pleuré. Voir cette planète si belle, l'endroit où j'habitais et où tous mes amis se trouvaient. Pour récolter les trésors cachés sur la Lune, les membres d'équipage d'Apollo 15, 16 et 17 ont utilisé des véhicules motorisés. Ils ont ramassé des échantillons du sol lunaire et ont effectué des expériences scientifiques qui nous ont permis d'en savoir plus, non seulement en ce qui concerne la Lune, mais aussi en ce qui concerne la Terre. Cette période ressemblait à une sorte d'âge d'or de l'exploration spatiale. Puis, les missions d'Apollo sur la Lune ont pris fin. Jacques Schmitt, membre d'équipage d'Apollo 17, fut le premier géologue et l'un des 2 derniers hommes à aller sur la Lune. Quand j'ai regardé la Lune pour la dernière fois à travers le hublot du module lunaire de Challenger, j'ai vu ce ciel d'un noir d'encre et les montagnes illuminées plus loin à l'ouest. J'ai eu une sensation de jubilation. Je savais que nous avions fait du bon boulot, tout ce qui était prévu et même plus. Mais j'étais aussi un peu triste, car nous étions la dernière mission Apollo sur la Lune. We hope that this will be a symbol of what our feelings are, what the feelings of the Apollo program are,
and a symbol of mankind that we can live in peace and harmony in the future. 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Vector good. Ag thought. Aujourd'hui, 12 hommes ont marché sur la Lune. Ce fut un tournant historique pour l'humanité. Mais on peut se demander s'il valait la peine d'investir tellement d'argent et de prendre tant de risques pour aller marcher sur la Lune et rapporter quelques échantillons du sol lunaire. La première chose que nous avons apprise grâce à Apollo, c'est qu'effectivement on peut y aller et qu'on peut aussi y retourner quand on le voudra. Tout le monde est conscient de ça aujourd'hui. L'une des choses les plus importantes que nous avons apprises, c'est l'âge de la roche qui constitue la Lune. Nous avons pu savoir quel était l'âge géologique de la Lune. Ça faisait l'objet d'une controverse avant. On a découvert que la Lune était très vieille. Elle remonte presque au début du système solaire. L'autre chose qu'on a apprise sur la Lune, c'est comment elle s'est formée. La plupart des scientifiques pensent aujourd'hui que lors de la création du système solaire, un astéroïde est entré en collision avec la Terre peu après sa formation, ce qui a provoqué l'expulsion de gaz, de vapeur et de débris qui sont allés se mettre sur orbite et se sont agrégés en un satellite. Une analyse scientifique du sol lunaire a révélé la présence d'un isotope de l'hélium, l'hélium 3, dont certains pensent qu'il pourrait remplacer les combustibles fossiles comme source d'énergie sur la Terre. Utilisé dans des centrales de fusion comme combustible, l'hélium 3 ne produirait aucun effet significatif sur l'environnement. Le problème, c'est que nous n'en avons pas sur Terre, mais il y en a une bonne réserve sur la Lune. Mais Apollo a apporté autre chose que des découvertes scientifiques. Pour certains, il a donné de nouvelles perspectives à l'humanité et à la planète entière. Quand nous sommes allés sur la Lune, nous ne savions pas ce que nous apprendrions. Je pense que ce que nous y avons appris de plus important est à propos de nous-mêmes, en voyant cette petite bille bleue dans l'espace. C'est vrai, la Terre paraît fragile, vue de l'espace. On ne voit pas l'atmosphère. Elle brille, elle réfléchit la lumière du soleil. Mais c'est un petit astre très fragile. Ce qui est significatif, c'est le symbole du mouvement écologique. C'est une photographie de la Terre vue de l'espace. Les voyages dans l'espace ont changé notre conception de la Terre. Pour la première fois, nous l'avons vue dans son ensemble. On peut même dire que cette photographie de la Terre vue de l'espace est ce que l'ère des voyages spatiaux nous a apporté de plus important. Certains astronautes ont eu une vraie révélation. Ils se sont rendus compte que la Terre est une partie intégrante de l'univers. On ne voit aucune frontière quand on est là-haut. L'une des choses les plus importantes que nous ayons apprises dans l'espace nous concerne nous-mêmes. Nous vivons sur une planète qui grouille de vie, mais qui n'est pas indépendante. Nous ne nous connaissons pas très bien, et nous connaissons mal la planète sur laquelle nous vivons, et les formes de vie dont nous dépendons. Ces voyages nous donnent l'occasion de nous regarder depuis l'espace. Nous allons mieux nous connaître. C'est important pour les générations futures. La mission Apollo était terminée, mais la conquête de l'espace, elle, continuait. Il y eut d'abord Skylab, réalisation avant l'heure de ce qui nous attend dans l'avenir, la vie et le travail dans l'espace. Lancé au printemps 1973, le laboratoire spatial Skylab était aussi grand qu'une maison de 6 pièces. Le premier équipage a passé presque 1 mois à bord. Le deuxième est resté en orbite pendant 59 jours et le troisième, 84 jours. Les équipages ont accumulé des données sur l'environnement terrestre et effectué des recherches sur l'effet d'une apesanteur prolongée sur le corps humain. Je pense que Skylab a été le programme le plus important de la NASA. C'est la première fois qu'on se préoccupait directement des retombées pour les Américains et qu'on a recherché des investisseurs privés. Nous avons effectué des expériences dans le domaine de la recherche fondamentale, de la biologie, des ressources terrestres, de l'astronomie, ainsi qu'une série d'expériences annexes.
principalement des essais de fabrication dans l'espace. Mais les vols qui suivirent celui d'Apollo 17 ne furent pas tous de nature scientifique. Pendant l'été 1975 eut lieu la mission Apollo-Soyouz, surnommée la poignée de main dans l'espace. Les cosmonautes soviétiques et les astronautes américains se donnaient pour la première fois rendez-vous dans l'espace. La mission Apollo-Soyouz fut une mission intéressante du point de vue humain. Il avait été décidé à l'avance que nous apprendrions à parler russe et que les soviétiques apprendraient à parler anglais. On pensait que c'était une façon de minimiser les risques d'erreur. La collaboration avec les soviétiques nous a beaucoup plu. Nous avons eu des problèmes d'interface pour certains instruments. Par ailleurs, ils n'étaient pas habitués à notre comportement social ouvert, à faire circuler les informations comme nous pensions que c'était nécessaire au succès de la mission. Nous avons eu des discussions animées. Mais tout s'est bien passé, ils sont devenus des amis et ils le sont toujours. The best part of a good dinner is not what you eat, but with whom you eat. Le 21 avril 1981, 20 ans jour pour jour après le vol sur orbite de Youri Gagarin, commença au Centre spatial Kennedy le compte à rebours de la première navette spatiale américaine, Columbia. 15, 14, 13, 12, 11, 10. We have a go for main engine start. 6, 5. We have main engine start. 3, 2, 1, 0. We have solid rocket booster ignition and liftoff. The shuttle has cleared the tower. John Young et Robert Crippen s'élevaient dans un vacarme assourdissant produit par les 3500 tonnes de poussée d'un engin d'un type nouveau. À partir de 80 km au-dessus du sol, Young et Crippen commencent la manœuvre destinée à placer le premier avion-fusée sur orbite à 200 km de la Terre pour y effectuer 36 révolutions. Par la suite, des spationautes du monde entier seront envoyés dans l'espace pour des vols qu'aucun d'entre eux n'oubliera. Le départ est un moment extraordinaire. C'est l'expérience la plus marquante que j'ai jamais faite. Non pas à cause de la violence, mais parce que c'est quelque chose de totalement nouveau. On ressent d'intenses vibrations pendant les 2 premières minutes, puis d'un seul coup, tout devient calme quand les boosters se détachent et que les moteurs principaux prennent le relais. C'est une expérience extraordinaire de voler dans l'espace. Je ne suis pas sûre qu'il existe des mots pour la décrire. Ce n'est pas simplement la sensation de ne plus avoir de poids qui est étonnante. Tout ce qu'on voit là-haut nous rappelle notre insignifiance. Quand on est en haut, on a l'impression que c'est normal. Mais lorsqu'on réfléchit à toute la préparation, à toute l'énergie qu'il a fallu pour vous y amener, c'est étonnant. Étonnant que nous autres petites créatures bipèdes ayons réussi à maîtriser l'énergie suffisante pour y parvenir. Quand j'ai vu pour la première fois la Terre depuis l'espace, je me suis rendu compte combien c'est quelque chose d'unique et comme elle constitue une petite communauté. Pour moi, c'est suffisant pour continuer l'exploration spatiale. Pour moi personnellement, le vol dans l'espace a été une expérience très forte sur le plan émotionnel et psychologique. Voir la Terre comme très peu de gens jusqu'à aujourd'hui ont eu l'occasion de le faire, regarder la courbure terrestre, se rendre compte de l'isolement de la Terre dans l'espace, c'est le genre d'expérience qui marque. Ça vous rend humble et vous inspire d'autres pensées. Ça m'a fait réfléchir à la création et au créateur d'une façon que je ne m'étais pas imaginée. C'est une expérience très forte. Les vols de la navette ont non seulement fait avancer la conquête de l'espace, mais ils se sont aussi révélés d'une grande utilité pour toute l'humanité. Ils ont permis de mettre sur orbite des satellites de communication pour le compte d'États et d'entreprises privées, de lancer des engins d'exploration interplanétaires comme Galilée et Magellan, qui nous enverront des images et des informations sur Jupiter et sur Vénus.
Et grâce à elle, des recherches scientifiques inestimables ont été effectuées, dont les résultats bénéficieront à tout le genre humain. Mais il y eut aussi des drames. Le 28 janvier 1986, la navette Challenger décolle pour son 10e voyage dans l'espace. Parmi les membres de l'équipage se trouvait Christa McAuliffe, à qui avait été décerné le titre de professeur de l'espace. 73 secondes après son décollage de Cap Canaveral, la fusée explose, tuant tous les membres de l'équipage. Une fois de plus, des hommes et une femme assez intrépides pour tenter de réaliser leurs rêves ne s'élanceraient plus jamais dans l'espace. Après l'accident de Challenger, bien plus de gens dans le monde se sont sentis concernés que nous ne l'aurions imaginé. Nous avons ressenti une perte considérable. Nous les connaissions bien. Mais je crois que tout le pays, que le monde entier s'est senti concerné. Presque 3 ans allaient passer avant qu'une autre navette ne parte dans l'espace. 3 années pendant lesquelles les boosters ont été revus et de nouvelles mesures de sécurité ont été mises au point. 3 années qui ont permis de se refaire un optimisme et de regagner une certaine confiance dans le programme. Mais en avril 1990, ce nouvel optimisme allait devoir faire face à une autre déception. Malgré un lancement réussi, la navette Discovery mit dans l'espace le premier observatoire de la NASA. La communauté scientifique avait du mal à retenir son impatience devant les perspectives de découverte. Les chercheurs prévoyaient que l'œil énorme d'Hubble pourrait scruter 97% de l'univers connu, qu'il serait en mesure de détecter des objets 50 fois plus petits que ceux que peuvent détecter les télescopes terrestres. Depuis Galilée, aucun progrès de cette ampleur dans les possibilités de scruter les limites de notre univers n'avait été réalisé. Une fois de plus, la science-fiction allait devenir réalité. Mais il se passa une chose totalement inattendue. Lors des tests, on s'aperçut que les images transmises par Hubble étaient floues. 3 ans plus tard seulement, le vétéran Story Musgrave et son équipage seraient en mesure d'aller réparer le télescope. Ça ressemblait à un spectacle de chorégraphie, une sorte de ballet dans lequel on sait où chacun de ses doigts se trouve et où il va aller ensuite. Vous savez, je ne suis pas retourné dans l'espace depuis 27 ans, mais on s'attend à vivre des moments intenses et c'en était un, tout comme certains de mes autres vols. On a découvert tellement de choses sur l'endroit où nous vivons avec Hubble. C'est inestimable de connaître l'âge de l'univers, sa taille. Ce sont des questions que l'homme se pose depuis qu'il existe. Une fois de plus, ce qui était hier un rêve est devenu réalité. L'homme est capable d'observer des mondes qui, il y a quelques années seulement, ne pouvaient se concevoir que par l'imagination. Mais il reste certaines questions. Dans quelle direction aller? Comment doit-on s'organiser? Les opinions sur ces sujets varient. Depuis 10 ans, je défends l'idée d'une base lunaire. Je pense que ça constitue une poursuite naturelle de l'exploration de l'espace. Je pense que pour l'avenir prévisible, il faut d'abord lancer une station spatiale. À partir de là, nous verrons si nous pouvons aller plus loin. Je pense que pour ce qui est du futur le plus proche, l'homme doit aller sur Mars. C'est l'astre présentant le plus grand intérêt sur lequel nous ne soyons pas encore allés, alors que nous pouvons le faire. On peut aussi avoir envie d'aller sur Alpha du Centaure, mais la plupart des gens pensent qu'il faut aller sur Mars. Chaque chose en son temps. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir aller tout de suite sur Alpha du Centaure. La plupart de ceux qui ont encore en mémoire l'époque du programme Apollo sont d'avis qu'il faut retourner sur la Lune et y établir des bases pour l'avenir immédiat. Je pense que nous devrions retourner dans la Lune et établir des bases, même petites. On peut encore se permettre de faire des erreurs à 2 jours de la Terre. Si on envoie des hommes sur Mars et qu'il se produit une erreur là-bas, inutile de tenter quoi que ce soit pour les sauver. De plus, nous avons à peine commencé à explorer la Lune. Il y a beaucoup à faire là-bas. Il y a de bonnes raisons d'établir une base lunaire.
La première, c'est de produire de l'énergie qu'on utilisera sur la Terre. En produisant de l'énergie, on pollue inévitablement. Avec une base lunaire, on pourrait récupérer un isotope de l'hélium, l'hélium 3, qu'on trouve dans le sous-sol de la Lune. L'hélium 3 est le matériau idéal pour produire une énergie de fusion sur Terre. Les effets de son utilisation sur l'environnement sont négligeables. Si l'on cherche une source d'énergie de remplacement aux combustibles fossiles dans l'avenir, avec l'hélium 3, on a une alternative qui permettrait aussi de respecter l'environnement. En plus des réserves d'hélium 3 existant sur la Lune, les scientifiques pensent que le rayonnement solaire que l'on renverrait sur Terre constitue une autre source d'énergie alternative, fiable et peu coûteuse. Dans l'espace, on trouve de l'énergie solaire en abondance et de manière tout à fait fiable. Sur Terre, l'énergie solaire n'est pas fiable, elle est très coûteuse. Alors pourquoi ne pas aller sur la Lune, y récolter l'énergie qu'on trouve là-bas en quantité? Depuis Apollo, nous savons que la matière dont est constituée la Lune est une matière idéale pour la fabrication de panneaux solaires. On pourrait prendre une certaine quantité de sol lunaire, la faire fondre et la laminer en une feuille très fine et en faire des cellules solaires. D'autres personnes pensent qu'en établissant des centrales solaires ou des mines d'hélium 3 sur la Lune, on irait trop vite. Et qu'il faut d'abord envoyer une station dans l'espace. Il n'est pas question d'abandonner le projet de station spatiale et de retourner coloniser la Lune. Nous sommes déjà allés dans la Lune. Ce qu'il faut faire, c'est construire une station spatiale internationale. Et c'est ce que nous allons faire, avec 13 autres pays. Le Canada, le Japon, 10 pays d'Europe et la Russie. Nous la lancerons en 1997. Il faut arrêter avec les utopies et les controverses. Je pense que la prochaine étape dans l'exploration de l'espace, c'est la station spatiale. Ça nous donnera la possibilité de mener des recherches de façon continue et aussi longtemps qu'on le voudra. L'installation de l'homme dans l'espace, qui est la raison d'être de la recherche spatiale, ne peut pas s'effectuer sans l'existence d'une station spatiale. Il faut avoir l'expérience de vivre et de travailler dans l'espace. En ce qui concerne l'avenir proche, je crois que l'exploration de l'espace passe par l'établissement d'une station spatiale. Nous allons beaucoup faire progresser nos connaissances en envoyant des hommes dans l'espace pendant un certain temps. Pas seulement dans le domaine scientifique comme pour la médecine en mettant au point des vaccins contre certaines maladies, mais aussi en regardant la Terre d'un autre point de vue. Il y a aussi Mars, bien sûr, la mystérieuse planète rouge. Aucune autre planète du système solaire n'a autant fasciné l'imagination de l'homme que la planète Mars. Nous irons sur Mars. C'est comme si vous me demandiez si le Soleil se lèvera demain. C'est la même chose. Nous en avons les moyens. Et l'homme est toujours allé là où il en avait les moyens. Mars est une bonne destination. C'est une planète qui ressemble à la Terre. Son histoire nous apprendra sûrement beaucoup sur le futur de la Terre. C'est une bonne destination pour les hommes. Nous avons étudié la possibilité d'une présence de vie sur Mars, mais nous n'en avons pas trouvé sur les 2 sites qui ont été explorés. Mais qu'en est-il d'une vie qui se serait éteinte? Pendant des milliards d'années, il y a eu de l'eau sur Mars et la température était plus élevée, comme la Terre à son début. La vie est bien apparue sur la Terre. Est-elle apparue sur Mars? Y a-t-il des fossiles? Nous devons donc aller sur Mars pour trouver une réponse. On sait qu'il y a eu des fleuves sur Mars. Ils pouvaient avoir 12 à 15 km de large et 2,5 km de profondeur. On peut rassembler la Volga, le Rhin et le Mississippi, ça ne ressemblerait qu'à un ruisseau à côté. Qu'est devenue toute cette eau? Comment se présente le sous-sol? Nous n'en savons rien. Mais nous savons qu'il y a eu un changement total. Ce qui se passe en ce moment sur la Terre ressemble probablement à ce qui s'est passé sur Mars. Certains pensent que le premier vol habité à destination de Mars est encore loin dans l'avenir.
C'est une entreprise qui doit attendre que la technologie rattrape le rêve. D'autres croient que l'homme peut faire le voyage, se poser sur Mars et en revenir avec la technologie actuelle. Il existe une théorie appelée Mars Direct. L'idée est la suivante. On enverrait d'abord un engin inhabité vers la planète qui, après un voyage de 8 mois, larguerait sa charge utile à la surface de la planète. Cette charge utile se transformerait en usine qui produirait le carburant nécessaire au retour sur la Terre. En s'y prenant bien, on peut emporter 6 tonnes d'hydrogène de la Terre et en faire 108 tonnes de propergol méthane-oxygène sur Mars. C'est un rapport de 1 à 18. En fabriquant sur Mars le combustible du retour, on peut utiliser pour le voyage aller un engin assez léger. Il ne faudrait alors que 6 mois pour rejoindre Mars. Dans ces conditions, ils pourraient explorer la surface pendant 1 an et demi, laisser ensuite leur station sur Mars et revenir sur Terre. C'est faisable dès aujourd'hui. Et si on commence la réalisation du projet maintenant, nous y serons dans moins de 10 ans. Le vol vers Mars est moins un objectif qu'un point de départ. C'est la contribution de notre génération à des vols d'exploration plus longs qui aboutiront peut-être à ce qu'il y a de plus fascinant pour notre imagination. Une rencontre avec d'autres mondes. Base lunaire, station spatiale, vol vers Mars. Les successeurs de Wells et de Jules Verne nous indiquent-ils ce à quoi ressemblera l'avenir? La science-fiction, particulièrement avec les films, influence beaucoup le public. Elle fait travailler l'imagination des gens. Au début, le public a aimé la série Star Trek parce qu'il était suffisamment prêt pour accepter l'idée d'un voyage dans l'espace. Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, était un de mes amis. Il siégeait au conseil d'administration de ma société. En réussissant à captiver l'intérêt du public, je crois qu'il a plus fait pour l'exploration spatiale que n'importe qui depuis 30 ans. La série a fait accepter le mot science-fiction plus facilement. Le public s'est passionné pour tout ce qui touchait à l'exploration de l'espace. Il y a des auteurs de science-fiction contemporains. Arthur Clarke, Ray Bradbury, un cinéaste, George Lucas et un peintre, Bob Michael. Ils influencent l'imagination des gens qui les lisent ou qui voient ce qu'ils font. Que l'homme choisisse la base lunaire, la station spatiale ou le voyage vers Mars, la conquête de l'espace continuera. Je crois que le but de l'exploration spatiale, c'est la colonisation de l'espace. L'objectif ultime de notre société est de se répandre dans l'univers. Dans le passé, l'exploration s'est faite par voie de mer. Les sociétés reposaient sur les voyages maritimes. La civilisation doit aujourd'hui s'adapter à l'ère des voyages dans l'espace. Dans un avenir proche, d'ici 1 ou 2 siècles, des enfants naîtront dans des colonies humaines de l'espace et ne mettront jamais le pied sur la Terre. Les hommes vont coloniser le système solaire. Cela ne se passera pas aussi vite que j'aurais aimé, mais ça arrivera bien plus tôt que la plupart des gens le croient, parce que les hommes sont des petits êtres curieux et qu'ils veulent toujours savoir ce qui se passe de l'autre côté. Une fois établis dans l'espace, il nous restera à éclaircir un autre thème de science-fiction. Existe-t-il d'autres formes de vie intelligente? Sommes-nous seuls dans l'univers ou y a-t-il d'autres formes d'intelligence? C'est une question fondamentale pour le genre humain. Elle remonte à l'époque des cavernes, où l'homme a pour la première fois rencontré autour de lui d'autres formes d'intelligence, amicales ou hostiles. Aujourd'hui, nous nous demandons s'il n'y en a pas d'autres dans l'univers et où elles sont. Sont-elles déjà venues nous voir? Reste-t-il des traces de leur visite? Pouvons-nous rendre compte de leur existence? Ce sont des questions fascinantes. La meilleure solution pour trouver la réponse, c'est d'y aller voir. L'important, c'est d'y aller, quel que soit ce qu'on découvrira. Je crois que l'univers serait un endroit plus intéressant et plus chaleureux s'il existait d'autres êtres qui le partagent avec nous.
and fascinating universe if we shared it with others. Je suis persuadé que l'univers regorge de vie, qu'elle foisonne entre les étoiles et les galaxies. C'est une perspective fascinante. Je n'ai aucun doute là-dessus. L'univers est trop vaste, trop mystérieux, trop magique. On doit continuer de chercher s'il existe d'autres êtres que nous. Il y a d'autres planètes, d'autres systèmes solaires. La Voie lactée, notre galaxie, en compte quelque chose comme 100 milliards. Il y a des billions de galaxies. On a calculé que si seulement 1% de chaque centaine de millions d'étoiles a des planètes, qu'il existe une forme de vie sur seulement 1% d'entre elles, que cette forme de vie est intelligente sur seulement 1% d'entre elles. L'estimation la plus faible des formes de vie intelligentes existantes est de plus de 10 000 milliards, 10 000 milliards de mondes où il existe une forme de vie intelligente. Il suffit de savoir comment leur rendre visite. La recherche a déjà commencé. Le SETI, un organisme qui recherche les formes de vie intelligentes extraterrestres, utilise des radiotélescopes pour capter les signes venant de l'espace. Pour savoir s'il existe d'autres formes de vie dans l'univers, nous cherchons les signaux radio qu'une technologie extraterrestre aurait pu émettre, soit pour attirer notre attention, soit pour son propre usage. C'est totalement scientifique, ce n'est pas de la science-fiction. C'est bien plus concret que Star Trek. Il est très possible que des signaux radio parcourent les énormes distances qui nous séparent des autres étoiles et que nous puissions détecter leurs traces avec les grands radiotélescopes et les systèmes de décryptage dont nous disposons aujourd'hui. J'espère qu'un jour, le SETI signalera qu'il a capté un signal venant de l'espace qui dit « Allô, allô ». À cause des énormes distances, la communication est difficile. Mais grâce au SETI, nous sommes en mesure de recevoir des signaux au lieu de simplement en émettre au hasard et d'attendre qu'on nous réponde. Quelqu'un va peut-être nous retéléphoner un de ces jours. Je l'espère. Si nous voulons un jour découvrir les mystères de notre univers, nous devons nous mettre en route. Mais deux choses nous séparent des étoiles. L'une est la volonté, l'autre, le moyen. La première dépend du pouvoir de nos rêves, la seconde, du pouvoir de la technologie. À l'heure actuelle, tous mes efforts au laboratoire de propulsion à réaction tendent à trouver un autre moyen que les fusées à réaction chimique pour s'arracher à la pesanteur et voyager dans l'espace. J'ai quelques idées qui pourraient nous le permettre et que j'essaie de faire avancer. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a d'autres moyens de voyager dans l'espace que les fusées à réaction chimique. Ce n'est pas un hasard si les idées du Dr. Forward ressemblent à de la science-fiction. Elles constituent le fondement de ses romans. Mais ce sont aussi des idées scientifiques bien réelles, comme le concept d'un nouveau type d'engin propulsé par antimatière. Jusqu'à présent, pour arracher une masse à la pesanteur terrestre, on a utilisé un grand réservoir de carburant sur lequel on plaçait une toute petite capsule, comme par exemple la navette. Au décollage, elle se trouve tout en haut de son énorme réservoir de carburant et des deux boosters. La masse de carburant actuellement nécessaire est de 60 à 100 fois supérieure à celle de la charge utile, alors qu'avec de l'antimatière, elle ne serait que 2 fois supérieure, soit une quantité équivalente à celle d'un grain de sel. On pourrait faire décoller la navette et toute sa charge avec 3 mg d'antimatière, si on pouvait en fabriquer, bien sûr. Avec 10 mg, on pourrait l'envoyer jusqu'à la Lune, et il suffirait de 20 ou 30 mg pour l'envoyer sur Mars à toute allure. Une autre technique utopique et pourtant rationnelle du Dr. Forward pour permettre de voyager dans l'espace est la voile solaire. La voile solaire est une immense feuille d'aluminium déployée dans l'espace.
Quand on déploie dans l'espace une surface réfléchissante comme de l'aluminium, les rayons du soleil viennent la heurter et rebondissent dessus. En rebondissant, la lumière imprime au miroir une très légère poussée, d'où l'analogie avec une voile. Mais comme il n'y a pas de frottement dans l'espace et que le processus de rayonnement solaire est continu, la poussée s'accumule petit à petit. Au bout d'une semaine, on pourrait aller plus vite que n'importe quelle fusée. Des scientifiques visionnaires nous montrent de nouveau que la science-fiction peut devenir réalité, que la technologie nécessaire à l'exploration de l'espace intergalactique passe de la théorie à la réalisation. Mais aurons-nous la volonté, l'imagination, le goût de l'aventure nécessaire à poursuivre ce que nous avons entrepris avec Apollo 11 ? Peut-être que les auteurs de science-fiction essaient de nous faire comprendre qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Toute la galaxie, toutes les galaxies de l'univers. Dans chaque galaxie, il y a des milliards d'étoiles, dont un bon nombre sont semblables à la nôtre. D'autres mondes, d'autres sociétés. Nous n'avons même pas encore commencé à les étudier. Nous en sommes juste au début. Il s'agit à nouveau de frontières. Nous ne savons pas ce que nous allons trouver là-bas, mais nous avons ce désir profond d'arriver jusqu'au sommet de la montagne. Atteindre les étoiles, comprendre l'univers. Pour toutes ces raisons, je crois que l'humanité continuera d'explorer l'univers. Elliot a dit « Nous continuerons d'explorer sans relâche, et à la fin, nous nous retrouverons à notre point de départ, comme si nous y venions pour la première fois. » J'aime cette citation car elle a une double dimension. Il y a l'exploration en quête de savoir et le retour avec la sagesse pour le bien de la planète. On va voir parce que c'est là. Une lycéenne a mis en légende un dessin qu'elle a fait pour la NASA. Nous ne saurons jamais si nous n'y allons pas. Les êtres humains sont curieux de nature. Si nous n'allons pas voir, nous ne connaîtrons jamais la réponse. La Terre est moins le centre de la vie dans l'univers que le berceau de la vie. C'est là que tout a commencé. Mais une vie qui ne va pas au-delà de son berceau est incomplète. C'est notre destin d'aller porter la graine de la vie dans les étoiles. Cela s'est passé en Floride, il y a 25 ans, sur un cap appelé Cap Canaveral. C'est d'ici qu'est partie la plus grande aventure de l'humanité. Et c'est d'ici que partiront les prochains voyageurs vers l'inconnu. Nous vivons maintenant dans l'ère des voyages dans l'espace, une ère que la technologie a rendue magique. Et nous avons rendez-vous avec notre destin, au-delà de la Lune, dans les étoiles. Thank you.